Merci, cher Philippe, de tes propos. Bravo à la FDSEA, bravo à toutes ses équipes. Le réseau de la FNSEA, c'est un réseau vivant parce qu'il est évidemment constitué d'hommes et de femmes. Tu viens de rappeler, cher Philippe, que nous marquons cette année le 70e anniversaire de la FNSEA. 70 années d'unité voulue par son premier président, Eugène Forget, que j'aime à rappeler. Il fait voter ce jour-là, en 1946, le serment de l'unité paysanne. Alors ce serment, j'entends ici ou là, je lis ici ou là, que heureusement, depuis quelques années, il n'y a plus vraiment d'unité syndicale dans notre pays. Ah bon? Oui, tout simplement parce que, ici ou là, sont nés d'autres mouvements. Je veux affirmer devant vous que le seul aujourd'hui qui porte la voix de l'agriculture, par ses projets, par ses propositions, par ses revendications, mais aussi par les résultats qu'il obtient, c'est le seul réseau, le seul qui vaille, le réseau FNSEA Jeunes Agriculteurs. Il n'y en a pas d'autre. Jamais vous n'entendrez ce que l'on appelle parfois de manière amicale, parce que malgré tout, nous sommes des gens reconnaissants, nos cousins. Jamais vous n'entendrez nos cousins faire la quelconque proposition. Jamais vous ne les entendrez dans la construction. Toujours, évidemment, à mettre des coins dans cette unité de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Toujours, évidemment, à critiquer telle ou telle mesure. Toujours même, y compris vis-à-vis de leurs propres adhérents, à contester tel ou tel résultat, confère ce que nous avons obtenu récemment. Bref, sortons de cette démagogie et de ce populisme. Soyons, comme nous sommes, concrets, actifs, mobilisés, pugnaces, revendicatifs, mais soyons aussi responsables comme nous le sommes. Alors, il y a quelques mots quand même qui résonnent, et je voudrais les reprendre à mon compte, ceux que vient de prononcer en particulier Philippe. La solidarité, oui. L'unité, bien sûr. Alors l'unité, ça ne veut pas dire qu'on veut voir qu'une seule tête. Nous avons entre nous des débats réguliers, bien sûr à nos congrès, dans les conseils fédéraux, dans les conseils d'administration, et c'est à partir justement de nos différences, c'est à partir de nos territoires, à partir de nos productions, à partir de nos identités propres, que nous construisons pas à pas, jour après jour, ce qu'est finalement ce syndicalisme agricole. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, et je le dis devant les élus que je salue à nouveau, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes un syndicat aujourd'hui toujours écouté, toujours respecté et toujours entendu. Certes, je le redirai devant le ministre de l'Agriculture demain, il y a des moments où nous aimerions être un peu plus écoutés, en particulier lorsque nous anticipons telle ou telle situation, tel ou tel marché, telle ou telle difficulté. N'attendons pas d'être finalement dans le mur comme on l'est trop parfois pour bouger. La FNSEA, par son expertise, par son réseau, par sa présence justement très diverse, sur nos territoires en particulier, est à même de savoir comment s'orientent les choses, comment faut-il les réajuster, comment faut-il les réadapter. Ça, c'est notre marqueur. Essayons là-dessus de capitaliser. C'est bien par le collectif, autre mot important pour nous, le collectif. Le collectif, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire de la collégialité, ça veut dire du consensus, pas un consensus mou, non, un consensus qui fait écho, par ailleurs, à l'intérêt général. Et nous savons bien que l'intérêt général, ça n'est pas toujours la somme des intérêts particuliers, parce que de temps en temps, oui, il faut arbitrer certaines décisions, il faut arbitrer certains choix. Lorsque nous faisons, par exemple, en 2011-2012, puis après, en 2013 et 2014, plusieurs séances où nous allons nous confronter par rapport à la PAC que nous vivons aujourd'hui, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'abord et avant tout d'élaborer une position FNSEA qui soit une position, évidemment, qui ne puisse pas satisfaire tout le monde à l'unanimité, mais une position que nous avons jugée à la fois raisonnable, acceptable, vivable, et en tout cas qui préserve les grands intérêts à la fois des grands secteurs de production, mais aussi de nos territoires. C'est ça notre capacité de débat, c'est ça notre capacité d'expertise, c'est ça aussi notre capacité de dialogue, d'abord entre nous-mêmes et ensuite partagée avec nos interlocuteurs, évidemment, en premier lieu desquels les pouvoirs publics. Et puis je dirais une dernière dimension qui est, et sans être exhaustif là bien sûr, mais qui est aussi notre marqueur dans le syndicalisme agricole, celui que nous portons. C'est le sens de l'autre. Et le sens de l'autre, ça nous ramène évidemment à des valeurs fondamentales. Nous sommes, et c'est évidemment non seulement une chance,
mais c'est sans doute une posture, et en tout cas une attitude, que nous revendiquons depuis des années, depuis des décennies. Nous sommes, parce que c'est dans nos gènes, toujours en marque de solidarité. Pas non plus une solidarité de type empathique. Bien sûr que l'empathie fait partie aussi de nos valeurs, mais c'est une solidarité active. Lorsque dans chaque département, dans la plupart du temps, et en lien avec les chambres d'agriculture, avec d'autres réseaux, nous sommes à la manœuvre, nous sommes dans l'action pour mettre sur pied des cellules départementales d'accompagnement d'agriculteurs ou d'agricultrices qui parfois connaissent des difficultés. Lorsque nous sommes aussi en solidarité entre secteurs de production, et même si cette année est une année particulière parce que la plupart des secteurs sont en crise, nous savons bien que depuis des années, tantôt ici ou là, eh bien, il fallait accompagner plutôt tel secteur que tel autre. Ça fait partie des marques de solidarité. C'est ça que j'appelle le sens de l'autre. Mais de manière aussi beaucoup plus concrète, nous savons bien ce que veut dire aujourd'hui l'entraide. L'entraide en agriculture, ça n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose de très actif. Et lorsqu'un pépin surgit, un accident, une maladie, eh bien, la solidarité, elle n'a même pas besoin d'ailleurs de se formaliser. Elle est naturelle chez nous, elle est naturelle, et c'est ainsi qu'il faut la vivre. Et puis le sens de l'autre, c'est aussi la capacité, alors avec d'autres mots évidemment qu'il faudrait choisir, mais c'est aussi la capacité malgré tout de reconnaître, et c'est à la fois une forme d'humilité pour nous, mais c'est aussi une vraie conviction, parce qu'elle est porteuse justement d'avenir. C'est la capacité que nous avons à comprendre depuis des années et des années que seul, et l'agriculteur peut avoir 500 000 hectares, 1000 ou 2000 vaches, seul on n'est rien. C'est bien par le collectif, c'est bien par notre capacité, à travers nos mouvements mutualistes, nos mouvements coopératifs, sur lesquels d'ailleurs nous devons réinvestir, nous, les syndicalistes, c'est bien par ces mouvements que nous pouvons acquérir la place qui doit être la nôtre dans une société extrêmement complexe, ouverte à tout vent, très concurrentielle, et sur laquelle il nous faut des outils performants, mais des outils qui, encore une fois, nous ramènent à nos valeurs, c'est-à-dire au sens de l'intérêt général. Alors, en ouvrant ce congrès, et avant d'accueillir le président du conseil départemental de la Mayenne et le président de la région Pays de la Loire, permettez-moi simplement de situer quelques enjeux. Je le fais devant les élus parce que c'est important aussi qu'ils, et non loin de moi l'idée évidemment de contester leur connaissance sur le dossier agricole, mais peut-être situer de manière assez ramassée les chantiers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Il y a d'abord, et je commencerai par là parce que malgré tout beaucoup de choses se passent à Bruxelles et au plan international. Oui, il y a des enjeux internationaux, oui, il y a des enjeux européens. D'abord, vous le savez, sur les enjeux internationaux, je ne vais pas les commenter, mais on en a deux aujourd'hui sur lesquels nous sommes particulièrement focalisés à la FNSEA. C'est d'abord cette question de l'embargo russe. Il n'est pas tolérable aujourd'hui que les paysans européens, que les paysans français soient les seuls à vivre, à supporter les conséquences de l'embargo russe. Nous sommes les seuls aujourd'hui. Alors, bien sûr, la diplomatie internationale a ses propres règles, a ses propres contingences, mais quand même, pouvons-nous encore supporter pendant des semaines et des mois des conséquences dramatiques sur la plupart des secteurs animaux, en passant par les fruits et légumes, en passant par l'ensemble des productions. On a écarté le vin, peut-être un hasard pour la Russie, mais en tout cas, vin et spiritueux ont été écartés de l'embargo, tant mieux, je m'en réjouis. Pour autant, il est nécessaire, il est indispensable aujourd'hui que par la diplomatie, mais aussi par la prise en compte des conséquences que nous supportons, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen, et quand je dis le Conseil, c'est le Conseil des chefs d'État et de Premiers ministres, prennent toute la mesure des difficultés rencontrées par cet embargo et enfin nous apportent des solutions auxquelles nous sommes en droit d'attendre. Deuxième sujet international, les négociations internationales et en particulier, évidemment, ce fameux TTIP, l'accord transatlantique comme on l'appelle dans notre jargon. Cet accord transatlantique, aujourd'hui, fait peser beaucoup de menaces, certes est porteur aussi sans doute de points plus offensifs, notamment pour un certain nombre de secteurs, je pense aux produits laitiers en particulier pour ce qui est de l'Europe, mais nous sommes, oui, défensifs, et ce n'est pas un défensif où nous ne voulons pas de ces négociations. Dieu sait si depuis des années on a accompagné, en tout cas on est rentré dans ces négociations internationales. Ce que nous ne voulons pas en tout cas dans ces négociations, c'est quoi? C'est deux choses. Perdre notre identité, perdre notre culture alimentaire. Et lorsqu'on s'attaque aux règles sanitaires, aux règles d'hygiène,
Lorsqu'on s'attaque aux normes, en particulier sur la manière de produire, la manière de consommer, je crois que là, il y a des dangers qu'il faut absolument essayer de contrer. Nous attendons là-dessus, en particulier, une position ferme, notamment de la France, mais avec d'autres pays, et je pense aux pays du sud de l'Europe, avec lesquels il faut constituer évidemment ce point de défense. Je pourrais citer bien sûr tout ce qui est lié aux signes de qualité en particulier. C'est un point de défense, mais c'est un sous-ensemble d'un ensemble qui est un peu plus large et qui concerne l'ensemble de l'activité agricole et l'ensemble des destinations alimentaires qui sont les nôtres. Donc là-dessus, nous allons nous battre, croyez-moi, avec toute la fermeté requise. Et c'est un sujet, évidemment, qui nous concerne toutes et tous, y compris après ce que vient de dire Philippe sur l'aspect de nos territoires. Pour finir, toujours sur ce plan international et européen, 2-3 aspects. D'abord, vous l'avez noté, le commissaire Hogan a quand même ouvert son jeu. Je dis quand même parce que jusqu'en décembre dernier, ce même commissaire nous disait de manière finalement presque désinvolte, écoutez, messieurs les paysans, messieurs les agriculteurs, c'est comme ça maintenant, c'est le marché qui doit régler les problèmes. Oui, sauf que le marché dans l'agriculture, dans l'alimentation, ça ne marche pas tout à fait comme ça, sans jeu de mots. En tout cas, ça a besoin d'accompagnement, de gestion de crise, à certains moments, et sans doute moins structurellement qu'on l'a vécu par le passé, mais de manière tout à fait ponctuelle et opportune, de gestion de marché. Et sur ces sujets-là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la réponse soit à la hauteur des attentes, en particulier parce que même si on a ouvert à travers un article 222 la possibilité désormais de faire une forme d'autorégulation, en particulier sur la production laitière, si on n'y met pas les moyens, si tous les pays, les grands pays producteurs de lait n'ont pas la même démarche, on ne va pas demander aux Français seuls de se faire harakiri au bénéfice des autres producteurs, des autres pays qui aujourd'hui n'ont qu'une ambition, c'est progresser en termes de volume mis sur le marché. Donc, soyons réalistes par rapport à ça. Nous demandons d'aller plus et plus vite et plus loin sur ce registre-là. J'ajouterai quand même 2 dimensions sur lesquelles nous avons obtenu vraiment une position sur laquelle il va falloir capitaliser. La première, ça concerne évidemment l'étiquetage sur l'origine. Vous savez que c'est une revendication que nous portons à la FNSEA depuis des années, renforcée depuis 2 ans, depuis les États généraux de l'agriculture, depuis les mouvements de l'automne 2014, depuis évidemment tous les mouvements que nous avons menés au cours de l'année 2015. Cet étiquetage sur l'origine, ça n'est pas du conservatisme, ça n'est pas nous isoler, c'est simplement, et c'est une revendication que portent à juste titre les consommateurs, leur donner l'information nécessaire et agir et consommer en connaissance de cause. Nous avons la faiblesse de penser qu'à travers cet étiquetage sur l'origine, c'est sans doute un des moyens de participer, de contribuer à ce que par ailleurs nous revendiquons ici en France, c'est-à-dire la construction de prix rémunérateurs pour le producteur. Pour le dire autrement, nous attendons qu'à travers cet étiquetage sur l'origine, au-delà de l'information, on puisse accrocher quelques centimes additionnels sur telle et telle gamme de produits, sur tel et tel type de produits alimentaires. Voilà notre enjeu. Nous avons obtenu donc une dérogation de Bruxelles pour 1 an. Cette dérogation, il va falloir évidemment la transformer pour qu'elle soit durable. C'est une de nos missions également que de la faire accepter, ou en tout cas mettre en œuvre par d'autres pays. Il se trouve que j'apprends depuis quelques jours que le Royaume-Uni, ça va vous surprendre, mais semblerait lui aussi assez intéressé pour mettre en œuvre ce dispositif. Et bien voilà, il va falloir travailler avec d'autres pays d'Europe pour qu'enfin la Commission accepte de manière définitive cet étiquetage sur l'origine. Et puis la deuxième mesure que nous avons obtenue, c'est la possibilité de doubler, alors ce n'est pas les plafonds de minimis tels que nous les connaissons, mais c'est l'autorisation aussi, de manière occasionnelle, mais de pouvoir porter de 15 à 15 plus 15, c'est-à-dire 30 000 €, les plafonds d'aide pour lesquels nous serions autorisés donc à pouvoir les mettre en œuvre sur nos propres exploitations. Bon, ce sont des petits pas, mais ce sont des petits pas qu'il faut quand même apprécier au regard de la situation actuelle. Au plan national, 2 éléments rapidement. D'abord, évidemment, ce que nous attendons de la puissance publique. Je ne vais pas commenter, je le ferai demain devant le ministre, les mesures d'urgence annoncées, de même que les aspects plus structurels. Mais quand même, nous avons envie de dire aujourd'hui, avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de détermination, que là aussi, si on avait écouté un peu plus tôt, si on avait pris en compte ce que la FNSEA demande depuis des mois et des mois, c'est-à-dire un effort particulier sur la baisse des charges,
Un effort particulier sur une révision générale, définitive, de tout ce qui est normatif et réglementaire. Une évolution aussi quant à la capacité d'améliorer le fonctionnement de nos filières. Je pense qu'aujourd'hui, nous aurions sans doute une situation un peu meilleure que ce qu'elle est. Alors, ne crachons pas dans la soupe. Il y a eu des mesures d'annoncées. C'est à nous de nous assurer qu'elles doivent vivre. Mais je voudrais attirer l'attention des élus locaux en particulier sur un point plus particulièrement. C'est celui qui concerne l'année blanche. Je m'arrête juste 3 secondes sur cette année blanche. Nous considérons à la FNSEA que c'est une mesure importante. Certes, elle ne règle pas les problèmes structurels, on est d'accord entre nous, mais quand même, cette année blanche aujourd'hui, elle doit permettre, avec une souscription possible jusqu'au 30 juin, elle doit permettre à tout agriculteur qui aujourd'hui connaît, à cause des prix de marché, à cause d'une situation particulièrement difficile depuis des mois et des mois, de passer cette épreuve et enfin de se retrouver dans une situation, notamment de trésorerie, meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je dis très clairement à nos partenaires des banques, mais aussi à nos interlocuteurs des DDT, aux préfets à qui j'adresse aussi ce message. N'attendons pas aujourd'hui une directive, un décret, un arrêté, une circulaire ministérielle pour bouger. Je sais aujourd'hui l'incurie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, du ministère et de ses services pour transmettre de manière claire les conditions d'accès à cette année blanche pour les agriculteurs. Eh bien, passons-nous-en, puisque les services du ministre ne font pas le job, faisons-le dans les départements. Et moi, j'invite tous les présidents de FDSEA à passer le message au sein de leurs adhérents. Toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui estiment qu'ils ont un besoin de trésorerie, présentez-vous à la cellule départementale, nous vous accompagnerons. Il n'est pas normal qu'on laisse des gens sur le bord de la route au seul prétexte que le ministre n'aurait pas communiqué de combien sera la contribution de l'État à cette participation à l'année blanche. Alors soyons actifs, prenons-nous par la main, on a encore 3 mois pour faire le boulot et allons-y. Enfin, un mot sur le deuxième aspect qui nous concerne et qui est bien sûr l'avenir de nos filières, l'avenir de nos territoires. Je lis l'un et l'autre, parce qu'il n'y aura pas de territoire demain sans économie, il n'y aura pas d'économie porteuse sans, évidemment, une dynamique territoriale, sans des projets de territoire. Et là aussi, disons les choses simplement, on en a marre à la FNSEA de se voir opposer de manière systématique, souvent d'ailleurs par des gens qui n'ont jamais mis le pied sur une ferme, le bio et le conventionnel, le circuit court et la filière longue, le circuit de proximité par rapport à un marché export. Bref, tout ce qui nous oppose aujourd'hui pour aller finalement dans une forme de stigmatisation de telle ou telle agriculture. Rappelons avec force que l'agriculture française, son premier marqueur, c'est d'abord sa diversité. Et c'est de cette diversité que nous tirons notre excellence, que nous tirons notre capacité justement à répondre de mieux en mieux aux demandes des consommateurs, que nous pouvons aussi nous positionner sur un certain nombre de marchés extérieurs. Soyons là-dessus de manière pragmatique, non seulement ouverts, mais soyons revendicatifs. C'est bien le message que nous devons porter. Alors tous ces débats qui occupent parfois quelques médias, d'ailleurs, disons-le entre nous, parfois un peu parisiens quand même, ceux qui vivent les médias sur le terrain savent bien que ça ne se passe pas comme ça. Soyons au contraire déterminés à mettre en œuvre au sein de nos filières les conditions et l'environnement qui vont nous permettre, quel que soit le segment de marché, quel que soit le territoire, quelle que soit l'orientation d'exploitation, de nous retrouver dans des conditions optimales pour exercer notre métier, tirer un revenu, vivre dignement. Et je voudrais là-dessus, en m'adressant plus particulièrement au président du conseil départemental, que je salue, M. Olivier Richefou, je voudrais lui dire que dans la loi NOTRe, le renforcement des compétences en matière sociale sont désormais conférés au département. Ça n'est pas nouveau, mais c'est peut-être une affirmation sur laquelle aujourd'hui nous prenons acte. Si je m'adresse au président du conseil départemental, c'est parce que nous le savons, nous avons aussi à traiter dans nos FDSEA, dans nos départements, des cas difficiles, des cas où malheureusement il faut passer par des formes, qu'on appelle sociales pudiquement, mais qui sont avant tout simplement la prise en compte de situations humaines, de situations qui ne sont pas acceptables. Et je voudrais vous dire les choses très simplement, à travers deux visions ou 2 aspects. Le premier, c'est que choisir le métier d'agriculteur, c'est d'abord choisir d'être entrepreneur.
Or, un entrepreneur, il a aussi le droit à l'échec. Sachons reconnaître aussi en agriculture que lorsque, à cause, très souvent, de raisons qui sont exogènes à l'exploitation, qui sont exogènes à la capacité de gestion de l'agriculteur, parce que le marché, parce que de telle ou telle condition, parce qu'un accident, parce qu'une maladie vient contraindre l'agriculteur dans son métier, dans sa vie de tous les jours, sachons reconnaître que l'échec n'est pas un échec personnel, c'est tout simplement dû à un certain nombre de circonstances, et il faut savoir prendre en compte ces situations et faire en sorte que nous les accompagnons. Et là, nous avons besoin, là aussi, bien sûr, d'un appui souvent qui passera par un appui notamment de la collectivité départementale. Mais je sais que dans beaucoup de départements, les gens se parlent et les choses se mettent en place. Mais je voudrais insister aussi sur un autre point. Et là, je le dis avec beaucoup de regrets, parce que nous nous étions battus notamment dans la loi d'avenir à la FNSEA, la loi d'avenir portée par le ministre Le Foll. Nous étions battus pour avoir enfin et disposer enfin d'un statut d'agriculteur. Ce statut, pourquoi nous le revendiquons ? Parce qu'il est essentiel aujourd'hui que lorsque malheureusement, derrière un échec professionnel, on va jusqu'à une liquidation, il n'est pas normal aujourd'hui que dans trop de cas, eh bien non seulement les biens d'exploitation, le capital d'exploitation soient non seulement évidemment hypothéqués et pris en compte dans le redressement de la situation ou dans l'épurement des comptes, mais que la situation personnelle de l'exploitant, de sa famille, soit eux aussi pris en compte dans cette liquidation. Un minimum de dignité veut qu'aujourd'hui, on fasse la séparation définitive entre ce qu'est le capital d'exploitation, ce que sont les biens propres de l'exploitant. Là aussi, c'est peut-être du bon sens, mais ça passera sans doute par une évolution du statut. Donc voilà deux sujets sur lesquels nous portons l'attention. Un mot également à l'endroit du président du conseil départemental. Nous savons que dans les prérogatives que donne la loi NOTRe, il y a un certain nombre de sujets qui concernent encore les départements. Et j'allais dire, au-delà de l'élément de proximité, et la collectivité départementale reste pour nous, les agriculteurs, les paysans qui vivons sur des territoires, évidemment, le lieu de proximité, le lieu de référence. Il va de soi que sur des sujets comme le remembrement, comme l'eau, bref, comme un certain nombre de sujets d'aménagement foncier, par exemple, sur lesquels nous allons continuer évidemment à travailler de manière concertée et à faire en sorte qu'en particulier sur cette question foncière, nous travaillons en bonne intelligence. Nous savons que nous sommes un pays où la consommation de foncier est quand même importante au regard de ce qu'elle est dans d'autres pays. Nous avons aussi là-dessus beaucoup à avancer. Il y a aussi des compétences partagées que partage notamment le département. Je pense en particulier au tourisme. Le tourisme est une activité sur laquelle nous ne sommes pas insensibles parce que, à la fois, par notre activité, nous structurons aussi, nous aménageons les territoires et nous faisons de nos territoires des territoires attractifs pour les touristes, mais nous sommes aussi des acteurs du tourisme à travers l'ensemble des réseaux que nous pouvons valoriser. Ça va de l'accueil à la ferme en passant par les produits fermiers et tout ce que l'on peut développer autour. Enfin, un mot à l'endroit du président du conseil régional, Bruno Retailleau, que je salue, pour lui dire que oui, nous avons maintenant, et nous nous sommes ce matin d'ailleurs réajustés, si je puis dire, à travers nos propres statuts, les statuts de la FNSEA et les statuts des futurs FRSEA, nous sommes maintenant en ordre de marche pour devenir des interlocuteurs incontournables, écoutés, entendus par les régions. C'était important pour nous parce que nous savons que désormais la région, dans des domaines très importants comme le développement économique, comme l'innovation, là aussi comme l'aménagement du territoire, les régions vont se doter de SRAT ou de nouveaux SRAT, qu'on va appeler d'ailleurs des SRADET maintenant, schéma régional d'aménagement et de développement et d'égalité des territoires. Toujours un petit mot sur le mot égalité des territoires. Je pense que parfois on confond un peu équité et égalité, mais enfin, une parenthèse au passage. En tout cas, à travers ces schémas, nous sentons bien que la place, le rôle de l'agriculture va rester évidemment prépondérante. En tout cas, elle est un des constituants de ces réflexions. Même chose à travers les SR2I, schéma là aussi de développement économique pour l'international et pour l'innovation. Ce sont des schémas très importants sur lesquels nous entendons là aussi prendre toute notre place. Et puis, une dimension, alors peut-être pas complètement nouvelle, mais en tout cas où la gestion en tant que telle est nouvelle. Je veux parler des fonds européens, en particulier pour ce qui nous concerne FEDER et FEADER. Sur ces fonds européens, Monsieur le Président, nous attendons, et j'espère que la clause de revoyure prévue dans la PAC l'année prochaine nous donnera l'occasion,
en particulier avec de nouveaux exécutifs, peut-être d'amender, de réajuster les orientations prévues par les précédentes majorités. Je ne le dis pas dans un esprit politicien, croyez-le bien, mais je crois qu'il faut savoir combiner, à travers la mise en œuvre de ces fonds régionaux par les conseils régionaux eux-mêmes, en lien avec la profession agricole, il faut savoir combiner cette approche que je vais qualifier de territoriale avec une autre approche qui est une approche beaucoup plus verticale que portent aujourd'hui les grandes filières. Et nous attendons pour notre part, et je vais le dire avec des mots simples, qu'avec ces fonds régionaux, combinés avec d'autres sources de financement, je pense à la BPI, je pense à d'autres concours financiers, d'autres concours publics, je pense aussi évidemment aux concours privés, nos fonds professionnels en particulier, je pense qu'il est important que dans cette reconfiguration finalement de nos filières, dans la mise à niveau en termes de compétitivité, en termes de modernisation, en termes d'investissement, il m'apparaît de plus en plus important que nous recombinions justement l'ensemble de ces concours financiers pour faire en sorte que nous apportions les bonnes réponses en termes d'accompagnement, notamment que ce soit au sein de l'exploitation agricole, mais je le dis aussi devant mes collègues, au sein des entreprises de transformation qui sont évidemment la suite logique et normale de nos exploitations. Donc sur tout ça, nous avons beaucoup d'attentes, mais sachez, messieurs les présidents, qu'avec vous, avec vos collectivités, avec l'ensemble des élus départementaux et régionaux, nous entendons jouer notre rôle, ni plus ni moins, mais un rôle actif, un rôle déterminé. Nous pensons aujourd'hui, et je vais terminer là-dessus mon propos, mais qu'il est temps, sans doute, de reconsidérer ce grand secteur de l'agriculture, dont je rappelle simplement en conclusion les 3 grands chiffres. 3 500 000 emplois environ, quand on cumule évidemment la production, l'agroalimentaire, l'agrofourniture et les services directement connectés. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE et les organismes sociaux attachés, notamment la MSA. C'est aussi à peu près 240 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé pour la ferme France. Évidemment, j'y mets l'agroalimentaire dedans. Et c'est enfin, et là il faut quand même rappeler ce chiffre régulièrement, c'est le 2e poste d'exportation en France, derrière l'aéronautique, avec en moyenne sur quelques années une dizaine de milliards d'excédents nets. Je dis d'ailleurs, et ce n'est pas moi qui le dis là aussi, c'est Louis Gallois, il sait de quoi il parle, il dit finalement, vous les paysans, quand vous exportez, enfin vous les paysans et les entreprises agroalimentaires, quand vous exportez, on peut considérer que vous avez 80% de valeur exportée nette qui revient au pays France. Pourquoi il dit ça ? Les 20% restants, c'est quoi ? C'est la différence entre ce que nous exportons et en particulier les intrants que sont les domaines des carburants, enfin tout ce qui est lié au pétrole et un certain nombre d'intrants de type machine-outil que nous ne produisons pas ici. Ça veut dire que quand on exporte, on peut considérer qu'on exporte 80% de valeur nette créée sur le territoire. Quand on est dans l'aéronautique, on est plutôt à 20-25%. Pourquoi ? Parce que beaucoup de composants dans les avions sont fabriqués ailleurs et la valeur nette dans une exportation aéronautique, pour la France, produite effectivement sur le sol français, ça n'est que 20-25%. Donc voilà, essayons de nous situer par rapport à tout ça. Ce n'est pas pour se glorifier que je le dis, c'est simplement pour que nous prenions conscience que ce secteur est un grand secteur sur le domaine économique, sur le domaine social. Et j'oserais dire aussi, parce qu'il faut le rappeler de temps en temps, quand Christiane Lambert nous rappelle régulièrement que la biodiversité, nous en sommes, nous les paysans, j'y associe les forestiers, nous en sommes évidemment les premiers concernés, les premiers acteurs. Oui, il faut affirmer tout ça. Certes, c'est plus facile de contredire, de contrarier que de positiver. Moi, je veux aussi ce matin devant vous être positif, parce que, en étant positif, c'est une manière aussi de tracer, de jalonner l'avenir. Merci à vous.